Yes, j'adore. Ouais, les notifs, hein, c'est en live, les gars, c'est comme ça. Salut à tous, bienvenue dans Portrait Urbain, ma nouvelle émission. Une fois par mois, je vais aller vous chercher un DJ producteur et on va aller faire des photos et vlogger tout ça. Ça va mêler mes deux passions, la vidéo et la photo. Vous allez voir comment je travaille et découvrir l'artiste en question à travers quelques questions style interview que j'ai lui poser. Ici, pour la première édition, on est du côté de Braine-l'Alleud, près de Bruxelles. On va rencontrer Jaden Ham, qui est un DJ producteur belge de house music. On va passer la journée avec lui, voir un petit peu où il a grandi et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Yo Jay, ça va quoi? Ok. Ouais. Let's go. Let's go, on y va. Bon bah nous y voilà. Ça va ou quoi? Ça va et toi mon frérot? Bien, bien. Bah dis-moi, on va où? Bah là on va tout près de chez moi, on va sur le chemin vers le cinéma de ma ville. Pourquoi ça? Parce qu'il y a un banc assez stylé avec une très belle vue et c'est un banc qui représente, on va dire, beaucoup pour moi. Et donc c'est un endroit très spécial pour moi parce que j'ai passé énormément de temps ici. Surtout à l'époque où effectivement je commençais justement à me lancer un peu dans tout ce qui est... Enfin, je suis dans la musique depuis que j'ai 10 ans, je fais de la guitare et tout depuis que j'ai 10 ans. Ok, cool. Mais c'est vrai que quand j'ai emménagé ici, j'ai un peu laissé tomber la guitare parce que j'ai rencontré tous ces gens de Braine et ils étaient tous dans le rap. Ok, ouais. Et donc je commençais un peu à bosser avec eux, je voulais les enregistrer, tu vois, faire des prods avec eux, tout ça machin. Et donc ouais, c'est un peu les débuts, c'est un peu les tout débuts. C'était déjà dans ton univers de production, produire les sons, enregistrer tout ça ou c'était... Non, pas du tout. Alors donc moi je faisais de la guitare et du chant. Ouais. J'avais un groupe de rock à l'époque. Enfin bref, tu sais, les groupes quand on était petits et on se dit on va monter un groupe de rock. Enfin voilà, on a fait un concert, c'était dans le jardin de mon batteur, voilà. Et ouais, donc quand j'ai emménagé ici, j'ai rencontré tous les gens de Braine-l'Alleud avec qui je suis devenu très pote. Et ces gens-là étaient dans le rap. Et donc c'est là que je me suis dit, comme moi je suis quand même ouvert à pas mal de styles de musique. Bien sûr. Je me suis jamais vraiment senti capable de me fixer sur un seul style. Je me suis dit tiens vas-y je vais essayer de les aider et tout. Et je me souviens très très bien que j'avais besoin de matériel parce que j'avais un PC mais c'est tout quoi. J'avais pas d'enceinte, j'avais pas de carte son, j'avais pas de micro, j'avais rien. Et je sais qu'un jour mon père, donc mes parents sont séparés donc mon père n'habite pas avec moi, mais je sais qu'un jour mon père est venu et je crois que ma mère lui en a parlé. Et un jour, il m'a emmené à un magasin de musique, à Key Music à Bruxelles, j'oublierai jamais de ma vie. Première expérience. Ouais, on est rentré dans le magasin, il a dit t'as besoin de quoi? Je dis j'ai besoin d'un micro. Il dit prends un micro. Et il m'a fait la même chose avec tout le matériel qu'il faut, le matériel de base. Je me souviens, il y avait un pied pour le micro, il y avait le micro, il y avait un anti-réflecteur, il y avait les enceintes, la carte son. Enfin bref, il m'a tout pris. Il a régalé. Ouais. Et donc je suis arrivé chez moi avec tout ce matos-là et j'étais prêt à enregistrer tous mes potes quoi. Et donc pour commencer, ce qu'on a fait, c'est que je les enregistrais. Parce que moi, je n'étais pas beatmaker, donc je ne savais pas comment produire. Ouais. Mais voilà, j'ai chipoté, j'utilisais, je crois, le logiciel s'appelait Mixcraft à l'époque. Okay. Et j'utilisais ça pour les enregistrer, pour faire du mixage, enfin tu sais, du mixage niveau très débutant. Niveau, ouais. Voilà. Après, il faut commencer par quelque part. Ouais, mais quand je réécoute ça là maintenant, parfois je réécoute, je retombe sur des vieilles vidéos, des trucs, des clips que des rappeurs que j'ai enregistrés ont sortis. Je me dis, ok, ça sonne quand même pas mal, tu vois. C'est génial. Ouais, c'était cool. Ma première question, ce serait qu'est-ce qui t'a poussé à devenir DJ producteur? Parce que là, tu me parlais plus de rap, du coup, mais pourquoi te diriger vers la scène électronique, plus la house music? Enfin, je sais pas d'ailleurs si tu as commencé par la house ou si tu as fait des trucs un peu différents. Et du coup, quel a été le déclic pour te lancer dans... Je réponds à la première question. C'est ça, vas-y. Donc, ouais, c'est vrai que dans la même période, en fait, moi j'ai fait mes études en flamand, donc à Vaud-Saint-Genèse. Et il faut savoir que les Flamands à l'époque, ils étaient les kings de l'organisation de soirées, surtout drum and bass. Genre les festivals et les soirées drum and bass en Flandre, c'était la folie furieuse. Et moi, je venais de rencontrer à l'école justement, je venais de me lier d'amitié avec deux DJ qui faisaient de la dubstep. À ce moment-là, Quinton et Brian, qui sont devenus mes meilleurs amis pendant de très nombreuses années. Vraiment, on a fait les 400 coups ensemble, on est sortis à pas mal de soirées ensemble. Et eux, en fait, m'ont emmené, surtout Quinton, m'a emmené à ma toute première soirée drum and bass. Et à l'époque, ça s'appelait les Untitled et les soirées étaient incroyables. C'était des soirées mais vraiment violentes. Et c'est là que j'ai découvert du coup vraiment la musique électronique. Au même moment où Skrillex commençait un peu à faire péter la dubstep partout dans le monde. Plus ou moins à la même époque que c'est ça, c'est la même époque. Tu vois, c'est je crois 2010, 2011, 2012. Et du coup, moi j'ai vraiment... Il faut savoir que j'étais quand même pas mal coincé dans le milieu un peu
rock et puis hip-hop aussi. Enfin, tu vois, en même temps, j'apprenais à faire du hip-hop, j'apprenais à faire des instrus, mais en même temps, je me sentais un peu limité au niveau des sonorités parce que le type de hip-hop que je faisais à l'époque, c'était vraiment du boom bap, c'était du old school. Donc, on était fort limité dans les sonorités, je trouvais. Et en découvrant ce style de musique, vraiment la dubstep, la drum and bass, où c'était hyper émotionnel, c'était hyper intense, c'était hyper nouveau, toutes les sonorités, c'est des trucs que j'avais jamais entendus de ma vie. Et ça m'a trop fait kiffer. Et du coup, j'ai commencé à apprendre à mixer avec ces deux potes DJ, tu vois. Ouais, donc tu as commencé par l'univers dubstep, drum and bass, et puis ouais, c'est ça, tout doucement. Carrément. La house, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu en 2016 quand Chami a commencé à péter avec la Future House et tout. Là, vraiment, je me suis lancé dans la house. Mais avant ça, j'étais clairement multigenre, quoi. Je faisais tout en fait. Je me réveillais le matin. De toute façon, il faut le temps, il faut évoluer, et puis travailler, avoir de l'expérience pour arriver à trouver ton style. Ouais, c'est ça, ouais, clairement. C'est cool. Totalement, ouais. Et la house music, grâce à, du coup Chami. Ouais, Chami et Oliver Heldens. Chami, c'est celui qui a inventé la Future House. Je me souviens que chaque son que Chami sortait, c'était une révélation, quoi. J'étais vraiment en mode, waouh, putain, mais c'est exactement ça que je veux faire. Et donc, j'ai commencé à me lancer là-dedans. Sauf qu'en même temps, il y avait Chami qui commençait un peu à péter aussi avec la G-House. Et ça, c'est un mouvement que je kiffais encore plus, on va dire. Parce que je venais d'un style de musique qui était très dark, très... Enfin voilà, j'aimais bien un peu ce côté dark dans la musique. Et donc quand Mala a fait péter la G-House, moi je me suis lancé vraiment à fond là-dedans. Le premier track que j'ai sorti, je crois qu'il s'appelait Escobar. Et c'était vraiment mes débuts avec le nom Jay Denham. C'est de la house un peu plus dark et surtout c'était vraiment les premiers sons que je sortais avec le nom Jay Denham, tu vois. Et ça c'était en 2016. Ok, donc, ça fait déjà un bout de temps. Ça fait déjà très longtemps, là ça fait déjà 7-8 ans, un truc comme ça. Génial, merci. Et alors, le déclic, tu viens d'en parler, hein, ça a été un petit peu les artistes que tu as kiffé, et puis tu en as découvert d'autres et tu as un peu suivi leur style musical. Ouais, c'est ça. Après, voilà, il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup. Enfin, je te dis, pendant très longtemps, je me suis pas. J'ai beaucoup de mal à me fixer à un seul style musical, et donc pendant très longtemps, j'ai écouté de tout, jusque malheureusement au moment où j'ai commencé à faire de la G-House. Où là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je me suis lancé à fond dans ce style. Dans un style et je me suis forcé à faire ça. Et ça, c'est vraiment le truc que je déconseille à n'importe qui et à n'importe quel moment d'une carrière. Genre. Ouais, de te mettre des œillères sur un style particulier. Vraiment, je pense honnêtement que je serais pas ici, je serais plus en Belgique si je m'étais pas cantonné à un style. Après, je serais beaucoup plus loin dans ma carrière. Je pense que là, tu as été intelligent ce coup-là de re-switcher par la suite parce que quand tu vois, ça m'a mis longtemps. Il y a eu, par exemple, récemment, j'ai redécouvert un artiste que je connaissais du nom de Carnage, que j'ai trop kiffé et je l'ai vu à Tomorrowland en mode Gordo. J'étais là. What the fuck. Donc j'étais trop content et c'est bien la preuve que tu dois évoluer aussi, même dans une carrière musicale, il y a plusieurs manières d'évoluer et je pense que tu as pris un bon chemin, enfin j'espère pour toi. Et alors, du coup maintenant, tu décrirais comment ton style musical? Est-ce que tu penses que tu as un style unique ou alors tu es toujours un petit peu... tu diverges un petit peu? Ouais, je pense que je vais vers une patte qui est un peu plus unique. Moi, je dis toujours que je fais de la house. J'aime pas dire que je fais de la tech house, j'aime pas dire que je fais de la latin house, j'aime pas dire que je fais de la tribal house. Il y a beaucoup d'inspiration de tous les styles de musique qui se retrouvent dans ma musique à moi. Surtout qu'en ce moment, je chipote beaucoup avec le Machine de Native Instruments. J'ai vu ça, qui m'a été offert par Pedram, que je salue énormément. C'est vraiment un grand merci à lui. Et du coup, je redécouvre encore une manière de fonctionner totalement différente dans le fait de créer des idées. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je me lance dessus d'abord pour générer des idées, pour brainstormer des idées. Mais du coup, comme les banques de sons qu'il y a dedans, j'ai importé des banques de sons à moi, mais il y a des banques de sons par défaut dedans de Native Instruments qui sont à couper le souffle en termes de qualité et qui sont dans tous les styles différents. En fait, du coup, je me retrouve vraiment à utiliser des sonorités de tous les styles. Mais clairement, ça reste une base house. On reste entre du 120 et du 130 BPM. Et ça reste très punchy, très énergétique. J'aime pas les trucs qui sont trop mous. Tu vois, typiquement la Afro House, moi j'adore, mais je ne ferai jamais de la Afro House parce que pour moi c'est trop mou. Mais par contre, clairement, je vais prendre des inspirations de ce style-là, tu vois. C'est ce qu'il faut faire, je pense. Il faut aller chercher un petit peu partout et les inclure dans ton style. C'est ça qui donne la puissance des sons. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment que tu as publié un réel, je crois, avec un truc de gospel. Et c'était même hier ou avant-hier? C'est ça, hier, un sample de gospel que j'ai chopé. Checker d'ailleurs ses réseaux.
si jamais vous voulez voir ça. Yes. C'était bien cool. Jadenham TV. De toute façon, je mettrai ça dans la description. Yes. Mais voilà, on peut aller du coup à un autre endroit. On va un peu se balader du coup ici où tu as grandi. Bel endroit d'ailleurs. Yes. Je comprends que À vous fond. êtes venu vous poser ici. Ah ouais, c'était bien cool. Aujourd'hui il fait une belle beau, époque. c'est le premier jour, on a dû reporter d'ailleurs le tournage parce que c'est le premier jour où il fait beau depuis 3 semaines en Belgique, donc les Belges vous le savez. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ça fait beaucoup Enfin il fait bien. beau, il fait 22 degrés entre nous. Ouais, hein. bah bon, Ah, pour mais nous il y a c'est le petit bien. soleil. Ici on est sur une petite balade que Jay avait l'habitude de faire, il va nous Yes. expliquer un petit peu. Ouais, c'est une balade que j'ai fait quasi tous les jours quand le Covid a commencé. Ah, sale Donc période. on était enfermés, donc il n'y avait pas d'autre chose à faire que quand tu habites à côté d'un genre de champ comme ça, tu vas faire des balades tous les jours. Et surtout que forcément je faisais de la musique tous les jours, j'étais enfermé chez moi tous les jours à faire de la musique. Donc le seul moyen de bouger un peu, c'était de venir faire des balades ici. Et je venais, en fait la balade elle fait 45 minutes au total. Et donc du coup je me mettais un petit podcast dans les oreilles, j'écoutais ça, histoire de me changer un peu les idées après avoir prod toute la journée, quoi. Ok, bah en effet, belle balade. On est juste, je sais pas si vous allez voir ici, on ira peut-être vous montrer tout à l'heure, mais là c'est le Lion de Waterloo, la petite butte. Donc on le voit au loin. Yes. Mais voilà, on est juste à côté, c'est très beau, très beau. Et c'est cool. bah oui, sale période pour tout le monde, hein, je pense, le Covid. Je pense que pour toi, ça a été une sale période, mais elle a un peu été bénéfique aussi. Elle a été très bénéfique. Attention, la Juste voiture. une voiture, on va laisser passer. En quoi elle a été bénéfique cette période Elle a pour été toi? très bénéfique parce qu'en fait, il faut savoir que comme tout le monde était enfermé chez soi, les gens voulaient commencer à apprendre un peu à faire du son, apprendre à faire de la prod. Il y en avait beaucoup qui faisaient déjà de la prod et qui finissaient plein de sons et donc il y avait besoin de les mixer, de les masteriser. Et donc en fait, moi, ma sœur, un jour, elle m'a dit « Mais tiens, est-ce que tu t'inscrirais pas sur un site, une plateforme là pour donner cours ?» Et je me suis inscrit, j'ai créé mon profil et j'ai commencé à donner cours très régulièrement et de plus en plus régulièrement d'ailleurs. Et c'est là que j'ai aussi, j'avais rencontré un pote à Los Angeles en fin 2019 qui lui donnait cours pour une plateforme en ligne. Et lui m'a mis en contact avec le boss de la plateforme et donc j'ai commencé à donner cours pour cette plateforme aussi. Et les demandes de mixage, de mastering. Il faut savoir que moi j'ai toujours mis un point d'honneur à faire mes propres mix. Je sais qu'il y a beaucoup de producteurs qui se lancent et qui délèguent cette partie-là. Ouais, mais c'est pas la partie la plus facile. Ouais, totalement compréhensible. Déléguer le mastering, ça c'est totalement compréhensible, mais déléguer tout le mix quand t'es pas quelqu'un qui est en tournée H24 et qui a le temps, moi je pense que ça reste quand même un processus très créatif. Et donc il faut que le prémix soit quand même fait par le producteur, après c'est mon avis. Ouais, c'est créatif et puis c'est aussi ta patte quoi. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Donc les gens commençaient de plus en plus à me demander ça. Et en fait, j'ai commencé à gagner de l'argent. J'ai commencé à vivre de la musique en fait pendant le Covid. J'ai commencé vraiment à gagner. J'ai commencé à gagner un salaire. Pour la musique parce que voilà, il n'y a rien à faire. Déjà en Belgique, parlons de la musique en Belgique, c'est hyper compliqué d'avoir une place dans l'univers musical belge. Et alors arriver à gagner sa vie avec ça, c'est chapeau. Hein. Il y en a peu qui arrivent à le faire. Donc beaucoup qui essayent et peu qui y arrivent. Donc, ouais, c'est clair. Merci. Et donc ça a été vraiment en fait ça a été une révélation quoi pour moi le lockdown, d'être enfermé comme ça et de pas pouvoir bouger. En fait, ça a finalement été quelque chose d'hyper bénéfique pour moi quoi. Ok. Bah écoute, c'est cool. Bah finalement, au final, le Covid n'a pas été si mal et si grave pour toi. Moi, en tant que restaurateur de base, j'ai un peu ramassé, mais c'est cool de voir que pour certaines personnes, ça a permis un peu d'ouvrir ses yeux et de vivre. Normalement, la balade, c'est par là. Mais t'as vu l'état. Ouais. Il est en train de nous montrer une balade qui va par là. Ouais, ça craint. On va clairement pas aller par là, je pense qu'on va simplement continuer tout droit. Sachant qu'on a tous les deux des chaussures bien blanches, on s'est accordé en blanc beige, on n'a pas fait exprès, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Y a-t-il un moment marquant ou une expérience particulière qui t'a profondément influencé en tant qu'artiste? Pourquoi ce moment était important pour toi? Ouais, alors il y a un moment très influent dans ma carrière, qui a été très influential dans ma carrière, et c'est le moment, donc c'était en Covid, moi je venais d'être diplômé, j'étais diplômé en 2019. Je me suis dit vas-y, je reste chez ma mère pendant 1 an pour faire de la musique, etc. Donc je n'avais pas pris de boulot. Et il faut savoir qu'à un moment j'ai tapé quand même un gros burn-out parce que je venais de rejoindre le groupe Hooders et je faisais le même style de musique sous 2 noms différents. Parce que Hooders faisait de la bass house et moi je faisais de la bass house en tant que Jadenham.
Et donc, il y a eu un moment où j'ai vraiment tapé un énorme burn-out. Et je me suis dit, vas-y, je vais prendre un taf, un mi-temps, parce que j'ai besoin de faire autre chose sur le côté aussi. Je ne peux pas me faire que de la musique parce que clairement, ça n'a pas l'air de fonctionner, quoi. J'ai commencé un taf à mi-temps en tant que web designer dans une agence à Bruxelles. Et en fait, ça s'est trop mal passé. Enfin, c'était les journées se passaient bien. Moi, je faisais mon travail comme il fallait. Mais voilà, moi, je me sentais vraiment pas bien là-dedans, quoi. C'était vraiment le classique job 9 to 5 et ça me... Enfin, voilà, moi, je respecte énormément les gens qui ont un 9 to 5, mais moi, c'est vraiment pas mon truc. C'est pas ce que tu recherches. Mais exactement. Après, et c'était carrément pour moi une forme de défaite par rapport à ma musique. Ouais, je comprends. Où genre, le fait d'avoir pris ce taf, en fait, c'était limite, j'avais raté l'objectif que je m'étais mis, quoi. Et donc, bref, pendant 1 mois et demi, j'y vais. Et en fait, je me sens vraiment pas bien à la fin. Et là, j'ai un peu un ultimatum qui se pose au fond de moi où je me dis, soit je continue comme ça et ça va pas aller, ou soit je me relance à fond dans la musique et je me remets dans cette optique de vas-y, on fonce et on y va, quoi. Genre, on fonce tête baissée et on donne tout pour y arriver, quoi. Et donc, le dimanche soir, avant de retourner au boulot, j'envoie un message à la patronne et je lui dis, écoute, c'est gentil, merci pour tout, mais je reviendrai pas, quoi. Je vais pas continuer. Okay. Et comme par hasard, à ce moment-là, j'ai un pote qui m'appelle, enfin un pote de ma sœur, et il m'appelle et il me dit, ouais, j'ai besoin de ton aide sur un projet sur lequel je suis en train de bosser. À force, en l'aidant sur ce projet-là, je me suis retrouvé dans un projet de synchro. Donc j'ai dû faire 12 tracks, un album de 12 tracks pour la team de gaming numéro 1 en Europe sur Rocket League et Tom Clancy Division, je sais pas quoi. Et en fait, ça m'a permis de rentrer au studio de Kid Crème, donc qui est une légende des années 90. Dans la house, c'est vraiment c'est celui qui a remixé At Night de Shakedown. Okay. Shakedown qui est devenu mon manager pendant tout un temps aussi grâce à Kid Crème. Donc en fait, ce moment-là précis, pour moi en tout cas, où j'ai quitté le boulot, ça a été pour moi un moment hyper décisif parce que c'était un peu une manière de marquer vraiment le fait de dire ok, moi je me lance dans la musique à 100%. Et à partir de là, en fait, toute ma vie a commencé à changer petit à petit. À force de bosser sur ce projet, de rencontrer Kid Crème, de bosser dans ce studio, d'avoir accès à un studio complètement incroyable et vraiment de me sentir comme un vrai professionnel de la musique. Ça doit donner des envies d'arriver dans ce genre de studio comme ça. Ça motive en fait, ça motive, ouais. Donc voilà, c'était un très gros moment très influent dans ma carrière. Là, du coup, on va se diriger vers Bruxelles. On a un peu tourné autour de chez lui, on s'est baladé, on a un peu discuté, c'est cool. Première vraie discussion entre nous, même si on se connaît un peu. Voilà, là, on va se diriger vers Bruxelles et il va nous faire découvrir d'autres choses là-bas. Là, de suite alors. Let's go, hein. Nice. Petit Lumix. Panasonic fan, hein, désolé, mais voilà. Hein. Ah, c'est joli, franchement. Je me sens trop bien quand je viens ici, c'est un truc de fou. Ouais. À chaque fois. Là, il y a le makisu, on peut manger là si tu veux après. C'est très très bon, c'est des très bons sushis. On va déjà essayer de prendre quelques photos ici. Pas mal de gens qui shootent là. Ouais, il n'y a pas que moi ici. Petit trépied et tout. Ah ouais, on peut se servir un petit peu du mur là. Regarde un peu à droite. Ah, parfait ça. Ça c'est nice. Donc on a été chercher des sushis de chez Maki. Makisu, ouais. Ok, nice. Je vais en profiter pour te poser une petite question. Parler un petit peu de ton expérience sur scène, parce que je sais que tu as fait des belles scènes quand même. C'est quoi la sensation que tu as quand tu joues? Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te fait vibrer sur tes performances, quoi? Ouais. Ben moi, je pense que comme n'importe quel autre DJ, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est quand je joue un son et qu'il y a des réactions. Ouais. Tes sons ou n'importe quel son? N'importe quel son, ouais. J'aime beaucoup jouer des trucs un peu... Enfin, tu sais, moi, j'ai grandi avec la musique des années 2000, fin 90. Donc, j'aime beaucoup jouer tu sais, des mashups avec des vocals anciens très nostalgiques comme ça. Ça me fait vraiment plaisir quand je joue ça et qu'il y a des bonnes réactions. J'aime bien aussi prendre les gens par surprise.
faire des mashups, les emmener vers un certain style et puis finalement les surprendre avec un autre. Et je pense que ça me fait vraiment, vraiment kiffer. Un autre truc que j'adore vraiment et que j'ai en moi, je pense, depuis toujours, c'est le côté performeur. Et donc, c'est pour ça que là, maintenant, le fait de me lancer avec le machine de Native Instruments, enfin le pad que Fred Again utilise, c'est une manière aussi pour moi de me reconnecter à ça et d'avoir de nouveau ce côté un peu vraiment hands-on, vraiment les mains dans le truc. Et idéalement, j'aimerais bien carrément prendre ça avec moi sur scène. Et pourquoi pas faire des performances sur scène. C'est un peu nouveau ça du coup que tu veux prendre ça sur scène? Ouais, c'est un peu nouveau. C'est un peu nouveau parce qu'en fait sur les platines, moi personnellement je m'ennuie assez vite. Okay. C'est pour ça que quand James Hype a commencé à péter et que je le voyais performer sur ses platines et tout, ça m'a tout de suite très vite marqué. Et j'étais très sensible à ça parce que vraiment moi, il y a plein de moments où quand je mixe, alors voilà, je m'ennuie quoi, tu vois, parce que j'ai pas les platines chez moi pour pouvoir m'entraîner et arriver à faire des trucs comme James Hype. Mais du coup, au tout début, quand j'apprenais à mixer, les seuls moments vraiment où je mixais, c'était quand j'étais en date, quand j'étais en plein concert. Ouais, ouais. Et du coup, j'allais pas commencer à expérimenter sur les platines. Donc, ce que je faisais, c'est que j'y allais en mode très safe. Je passais un son, puis un autre, puis un autre. Enfin, je faisais mes transitions de manière très safe. Ouais, c'était un peu ennuyant à la fin. C'était un peu ennuyant, tu vois, moi je trouve en tout cas. Et donc j'aimerais vraiment bien plus me diriger vers un côté plus performeur, vraiment mec qui vient et qui vraiment. Qui apporte quelque chose d'autre. Qui apporte quoi. quelque chose d'autre, ouais, c'est ça. Plutôt que de juste faire des bêtes transitions. Ouais. Et donc ça, c'est un peu ce vers quoi je me dirige. Enfin, c'est carrément ce vers quoi je me dirige. Et c'est un truc qui me fait vraiment, vraiment kiffer sur scène, quoi. Ok. Et t'as fait quelques belles dates, non? Je pense à Tomorrowland. Quand même pareil. Ouais, Tomorrowland Winter, c'était vraiment trop bien. Tomorrowland Winter, c'était incroyable parce que c'est arrivé très très rapidement. Vraiment last minute, on m'a appelé, on m'a dit vas-y viens, je peux te faire jouer à Tomorrowland Winter. Céline de Soblon Management qui m'a fait jouer. Okay. Trop big up à elle justement. Et ça c'était vraiment trop cool parce que déjà c'était la première fois à Tomorrowland pour moi, Tomorrowland Winter pour le coup. C'était la première fois dans les Alpes depuis que j'avais genre 8 ans. Donc ça fait la première fois depuis 20 ans que j'allais skier. C'est 2022? C'était 2022, ouais, c'était exactement ça, 2022. Et la même année, du coup, j'ai fait Tomorrowland Summer aussi. Alors, j'étais pas sur l'affiche de manière officielle parce que j'ai été engagé par la plateforme de crypto FTX qui a fait faillite, mais qui était partenariat officiel crypto de Tomorrowland. Et donc, je devais mixer pour eux. Et je devais mixer pour une petite scène un peu privée. Donc voilà, j'étais pas sur l'affiche, mais j'ai quand même pu aller à Tomorrowland et j'avais le bracelet artiste. Enfin, j'étais vraiment. Voilà, donc ça, c'était trop bien. Du coup, voilà, ça c'était vraiment les deux plus grosses scènes que j'ai fait de ma vie, clairement. Mais après, il y a eu aussi avec mon groupe Hooders, on a fait Scène sur Sambre l'année dernière. C'était trop bien aussi. On a fait le Welcome Spring Festival à Louvain-la-Neuve où là, on avait 2000 personnes devant nous. C'était n'importe quoi. Ça, c'était une des meilleures dates qu'on a fait de notre vie. Okay. Tout projet confondu. Okay. Les gens étaient hyper chauds, peu importe ce qu'on jouait. Les gens pétaient un câble. Moi, j'étais au micro, justement, pour parler du côté performeur. J'ai pu vraiment faire ressortir ça en moi. Parce que j'avais le micro et tout, comme on était à 3. J'ai pu vraiment prendre le micro et chauffer les gens quand je voulais, vu que les deux autres mixaient principalement. Enfin, j'ai mixé aussi, mais bref. Donc ouais, ça c'était vraiment trop cool. Clairement, Tomorrowland, les deux, c'était incroyable. Je pense que c'est le rêve de n'importe quel DJ. Et ce qui est marrant aussi, c'est que je m'étais toujours dit, en fait, il y a un moment dans ma vie où j'ai arrêté d'aller en festival. Et je me suis dit, OK, je vais plus en festival tant que j'y suis pas booké. Okay. Donc en fait, pareil pour Tomorrowland, je me suis dit, j'irai jamais à Tomorrowland à moins d'y être booké. Tu vois. Et de fait, l'année dernière, j'étais booké, aux deux en plus. Et donc ouais, c'était un peu une victoire pour moi. Et ça m'a un peu réconforté dans l'idée que, voilà, que je devais vraiment continuer vers là. Et surtout, à ce moment-là, j'ai eu mon deal avec Warner. J'ai eu I Got Summer on My Mind qui est sorti. Donc c'était l'année 2020, c'était vraiment une grosse année pour moi. Ouais, ça, je pense que ce son-là, on va peut-être en reparler plus tard parce que ça a été quand même un gros son. Je pense que ça. Ouais, une grosse. Et un moment très. Tu demandais quel moment était marquant dans ma carrière. D'ailleurs, c'était carrément ça. Ouais. C'était carrément le moment le plus marquant de ma carrière jusqu'à présent. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que le moment où je parle je crois qu'à l'heure actuelle, on a 14 millions sur Spotify. En stream complet, je sais pas. Ouais, je sais pas, mais il y en a beaucoup. Je sais qu'on est à 1 million et quelques sur YouTube Music. Et à mon avis, sur les autres. Apple Music, je sais qu'on a dépassé les 500 000. Donc, ouais, incroyable. toute plateforme Spotify, confondue, il a 14 millions. J'ai été voir il y a un ou deux jours. Ouais. On n'était pas loin des 14. Pas loin. Donc, incroyable. Ah, c'est cool. Et ça, on va en parler par la suite. Je te propose qu'on ait du coup vers Grand Place et un peu shooter. Et puis, on continue. Hein. Let's go. Du coup, abordons le titre
Summer, I Got Summer on My Mind, c'est ça? Ouais, I Got Summer on My Mind. Ok. C'est un titre assez long, mais c'était ça le but. Non, ouais, I Got Summer on My Mind, c'était quand même une belle histoire. C'est une belle et une histoire tragique en même temps. Parce que voilà, j'étais signé chez Warner, c'était le rêve de tout artiste. Et, pour ce son-là ou c'est vraiment signé? Ce son-là, ouais. Ok, ouais. Ce son-là, parce qu'en fait, il faut savoir que j'avais uploadé une première version qui a bien buzzé. Ouais. Il fallait acquérir les droits de cette version-là, ce qu'on a fait. Et Warner m'a aidé à le faire. Ok. Parlophone, qui est une division de Warner. Ok. Pour être plus précis encore, c'est FFRR, qui est un sous-label de Parlophone, qui est une division de Warner. Ok. Mais FFRR, c'est un label mythique. Il faut savoir que c'est le label qui a licencié tout l'album de Diplo pour l'Europe. Ok. C'est grâce à eux que j'ai pu remixer officiellement Diplo, justement. C'est incroyable. Ouais. Donc voilà, tout ça en l'espace de très peu de temps, en fait, j'ai eu mon rêve qui s'est accompli. J'ai signé chez un major, c'était un de mes rêves, c'était enfin d'avoir de percer en quelque sorte. C'est incroyable, signer un son sur Warner. Signer un son chez Warner, gros budget à la clé, grosse avance, grosse campagne promo, gros etc. tout. Gros tout, quoi, vraiment. Et 14 millions à l'heure aujourd'hui. Ouais, c'est ça, rentrer dans la cour des grands, remixer Diplo en même temps aussi. Tout ça s'est passé très très vite. Ouais. Mais voilà, quand les choses se passent très vite, il faut savoir les gérer. Et moi, je n'ai pas vraiment su le gérer comme il fallait. Ok. Mais voilà, on apprend. Bien sûr, ouais. Et ouais, jeune, hein. Ouais, et puis je suis encore jeune. Donc, voilà, j'avais une vision de la musique qui était un peu peut-être trop enfantine. Et j'étais pas assez discipliné, j'étais pas assez sérieux. Et voilà, tu veux le là. J'aime bien un peu le délire. Peut-être si je m'assieds sur le... Vas-y, ouais, carrément. Non, là on est à la bourse, mais on va en place. J'imagine que tu dois pas venir souvent, c'est comme moi avec Liège. C'est ça. Hein. Je vais vraiment pas souvent à Liège, quoi. Ah bah voilà, Bruxelles. Voilà. Bruxelles, c'est aussi ça. Bon les gars, on skip un peu Grand Place parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu le bordel. Donc du coup, on va aller où? On va aller au Mont des Arts. Ok, let's go. On va aller faire des photos un peu là-bas parce qu'on avait l'espoir sur Grand Place, mais voilà. Donc aujourd'hui, on aura fait Braine-l'Alleud et BX. Hein. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous pensez à des DJ pour les prochains épisodes de Portrait Urbain. J'en ai quelques-uns en tête, même déjà quelques-uns de prévus, mais je vous laisse un petit peu libre choix. Je laisse votre imagination travailler. Peut-être que des DJ d'ailleurs me contacteront après ce premier épisode. Et je suis très content de le faire avec Jay ici pour le premier. Voilà ce qu'on chope sur la route. En vrai, c'est le folklore belge, les gars. Inspire-toi pour un prochain son. Ici, ça peut être sympa. Pose-toi vite avant que les gens passent. Très sympa, ouais. Alors, le contraste avec le jour derrière et l'ombre ici. Ouais, ici, ça peut être cool. On va se servir un peu de ce bâtiment-là, architecture un peu différente. Et donc là, on va se chercher une petite glace. Apparemment, d'après Jay, c'est le meilleur glacier de Bruxelles. D'après Jay ou d'après d'autres personnes? Non, d'après d'autres aussi. Non, genre, c'est le meilleur glacier de Bruxelles. Gaston, place Sainte-Catherine. Je pense que c'est le meilleur glacier officiellement de Bruxelles. Vous pouvez mettre des petits copeaux de chocolat noir, s'il vous plaît. Autre sujet à aborder peut-être, ton avenir. Tu le vois comment? Dans 10 ans, tu te vois où? Bah, dans 10 ans, j'aurai 40 ans. Dans 10 ans, je serai à quelques mois d'avoir 40 ans. L'objectif, c'est que d'ici là, j'ai quand même déjà vécu une vie en tournée, que j'ai quand même déjà rencontré un certain succès, qui m'a permis de voyager partout dans le monde et de faire des dates partout dans le monde, de faire tous les gros festivals. Ça, c'est le but des 10 ans à venir, c'est de voyager, d'être en nomade et de bouger un peu partout, de se produire un peu partout. J'aimerais bien faire évidemment Coachella, j'aimerais bien taper un petit main stage Tomorrowland. Tout ça, c'est des trucs vers lesquels je travaille énormément. Et j'aimerais bien alors du coup que dans 10 ans, j'ai fait tout ça et que je me sois bien implanté dans le monde de la musique, dans l'industrie de la musique
que je sois très bien connecté à plein de gens et que je puisse à ce moment-là utiliser toutes ces connexions, toutes ces ressources pour lancer ma boîte de prod. Ok. Donc tu veux terminer, enfin pas terminer ta carrière, tu veux faire évoluer ta carrière de DJ producteur à peut-être maison d'édition, des trucs comme ça ou... Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, produire des artistes, faire de la musique pour le cinéma, pour des pubs, aider les gens à faire ça aussi. Je crois que je suis beaucoup dans l'aide aussi, j'aime bien aider les gens, c'est un truc qui est inné en moi. Donc ouvrir une académie peut-être, tu vois, un truc peut-être même en ligne, une plateforme en ligne d'e-learning ou quoi, j'en sais rien. Si c'est encore la mode d'ici là, enfin mode ou pas, de toute façon, si c'est encore faisable d'ici là, ouais c'est ça. Mais c'est sûr que dans 10 ans, je me vois pas être encore... Après, tout peut changer, hein. Moi, mes plans, ils sont pas fixes, hein. C'est pour l'instant les plans que j'ai qui me représentent le mieux et qui sont le plus en accord avec ce que je veux réellement faire. Maintenant, peut-être que dans 5 ans, j'aurai d'autres plans, peut-être que j'aurai envie de déjà lancer ma boîte d'édition, peut-être que je vais percer demain, que je vais faire 1 an de tournée et que j'en aurai très vite marre et que je vais me rendre compte que c'est pas pour moi. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça mes plans et j'y travaille tous les jours, quoi. Ça se voit, ça se voit. Justement, le côté un peu... T'es fort dans l'ombre, tu vois. Ouais, mais ça c'est bien. Petit côté backlight comme ça. Très sympa. Tu vois, le spot il est cool, hein. Ah, sympa ça. Très très sympa. Là, tu vois, genre ça. Bon, vas-y, refais, mais je vais reculer. Pas mal, hein? Et voilà, fin de cette journée. Petit exclu de sa part sur un son qui va sortir quand? Mi-septembre. Mi-septembre, donc juste un petit peu normalement après la publication de ce vlog. Je vous laisse écouter, donnez-nous votre avis et n'hésitez pas à aller streamer dès que le son est sorti, bien évidemment. Yes, j'adore. Bah, les notifs, hein, c'est en live, les gars, c'est comme ça. Oh oui, ouais, j'ai été un petit peu teasé, les gars. Tu la connais déjà, attends.